Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour le 3e Café sans filtre. Le thème cette fois-ci, c'est la subvention est-elle la solution pour financer son entreprise? Donc on va avoir différents intervenants qui vont intervenir sur le sujet. Mais moi, je vais tout de suite laisser la parole à Ophélie Jorquera, qui est une étudiante entrepreneur. C'est un exercice pour elle d'intervenir devant vous tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc je vous invite à l'applaudir, à l'encourager. Parce que c'est pas facile, il y a encore quelques mois, elle était juste étudiante et puis elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle se retrouve à intervenir devant vous tous. Donc voilà. Bon courage Ophélie. Merci Juliette. Bonjour et bienvenue au Café sans filtre sur les subventions. La subvention est-elle la solution pour financer son entreprise? Donc je vais vite fait me présenter. Donc comme a dit Juliette, je suis Ophélie Jorquera, étudiante entrepreneuse pépite. Et est-ce que je te dis mon projet? Comme tu veux. Donc j'ai pour projet d'ouvrir un café avec une bibliothèque axée sur le thème de l'imaginaire. Voilà. Donc aujourd'hui on aura plusieurs intervenants qui... Ah oui. Avant tout on va... Tu arrives? Ah, ça a bugué. Pardon. Donc C'est bon. vous voyez? Ça bug. Désolée pour le petit problème technique. Bon, en attendant, je voudrais remercier les membres fondateurs de Pépite, donc qui sont... Comment je... Attends, t'inquiète pas. C'est peut-être marqué là-dessus? Oui. Je suis pas sûre. Les membres fondateurs, donc que je vais réénumérer tout à l'heure, dès que ça réapparaîtra. Les partenaires du Pépite et tous les tuteurs académiques et professionnels des étudiants Pépite. C'est voilà. bon. Les membres fondateurs, donc le vice-rectorat, la CCI, la DECAL et l'UNC. Donc, voilà. Donc pour commencer, nous aurons Aurore Kepler et Elena Terzared, qui présenteront les solutions offertes par la subvention pour financer son projet et ses limites de l'incubateur NC. Ensuite, nous aurons Viviane Lafay, ou Lafay Viviane, d'Initiative NC, qui présentera les solutions proposées par Initiative NC. Et ensuite, nous aurons une table ronde avec les intervenantes, plus Henri Sui. De la DEF, de la province Sud. Voilà. Donc je vais demander à Aurore Kepler et Elena Terzared de venir si elles veulent bien. Donc il faut 2 micros. Ouais. Cadeau. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ah, c'est magique. Bonjour à tous, donc moi je suis Elena Terzared et ça c'est Aurore, ma collègue, Klepper. Donc nous travaillons pour la DECAL Technopole. Je pense que c'est pas la première intervention qu'on fait au Café sans filtre, donc il y a quelqu'un parmi vous qui nous connaît déjà. On va quand même se faire une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous travaillons pour la DECAL Technopole. La DECAL Technopole, c'est une association financée par les 3 provinces, le gouvernement et l'État, qui aujourd'hui est présent partout dans le territoire. On a 80 employés et on est présent à 16 sites dans l'Inventaire et dans les îles. Et l'objectif de la DECAL Technopole est de promouvoir le développement économique à travers l'innovation. Donc on est divisé en 4 pôles. Donc on a 2 pôles thématiques, le pôle terre et le pôle mer qui travaillent strictement avec le monde de la recherche et qui donc s'occupent de tout ce qui est transfert technologique.
pour le développement économique dans l'agriculture et la pisciculture dans le cas du pôle mer. On a après un pôle agroalimentaire qui vient d'être créé, donc ça fait 2 ans, qui travaille dans l'agroalimentaire. Enfin, les noms des pôles sont assez parlants. Et après, on a le pôle innovation. Donc nous, on travaille pour le pôle innovation. Donc c'est quoi notre mission? Donc la mission du pôle innovation est de mener des porteurs de projets vers la création d'entreprises innovantes. Donc tous les jours, on travaille avec des entrepreneurs qui veulent lancer leur propre start-up innovante sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un accompagnement standard, on va dire que l'accompagnement cible les besoins de chaque porteur de projet. Mais souvent, on est amené à parler d'ingénierie financière, financement et voilà, comment démarrer sa propre entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour vous parler de financement et pour répondre à la question, est-ce que la subvention est le bon outil pour démarrer ou pour financer sa propre entreprise. Donc on aimerait bien commencer avec un petit débat avec vous. Donc on aimerait bien vous poser la question. Donc vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que la subvention est la solution pour financer votre entreprise? On aimerait bien si quelqu'un voulait répondre, si vous avez des idées. Soyez pas question piège. Merci. Je pense que c'est pas la seule. Il peut y avoir plusieurs pistes. La subvention en fait partie. C'est toujours difficile si on rentre dans certains critères. Mais après, je sais pas. Merci. Quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment juste pour voir vous ce que vous en pensez. Moi, je me souviens que notre prof de compta il disait à chaque fois quand on ouvre une entreprise, on est obligé de s'endetter dès le départ. Ça fait que si on a des subventions à la place d'être endetté, ce serait mieux. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Personnellement, je dirais que ça dépend du montant qui est mis en jeu en fait dans le projet. Parce que plus le montant est important, plus on va avoir besoin d'une subvention, de mon point de vue. Si c'est un petit montant, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin d'une subvention. Peut-être qu'un prêt familial ou se débrouiller peut suffire. Personne d'autre? Merci beaucoup. Donc moi je vais laisser ma collègue donner la réponse que nous la responsabilité de cette réponse. Donc c'est comme je disais, il n'y a pas vraiment une solution ou une réponse bonne ou fausse réponse, mais voilà, c'est que nous on pense, voilà c'est ça, et Aurore va vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, la réponse première est non, même si dans vos remarques, vous avez tous un petit peu raison, parce que c'est toujours nuancé. Je peux passer le... Voilà, donc effectivement, quand on monte son entreprise, c'est un vrai projet personnel et un vrai projet de vie. Donc c'est sûr que la subvention ne doit pas être la première chose à laquelle il faut penser, mais on verra par la suite que ça peut avoir une certaine utilité. Donc déjà les fondamentaux quand on crée son entreprise, la base de tout, c'est d'avoir un modèle économique et un business plan viable. C'est-à-dire qu'on sait, même si effectivement on verra surtout au démarrage de la création d'une entreprise, on va avoir effectivement il y a une question c'est en fonction du projet, mais un gros besoin de financement au départ qui fait qu'on peut ne pas être rentable tout de suite. Notamment dans le cadre des startups, on est en milieu d'innovation, il y a parfois un gros effort à faire au démarrage et il faut parfois attendre 1 an, 2 ans pour être rentable et commencer à avoir un chiffre d'affaires qui permet de couvrir ses frais. Donc, mais déjà effectivement sur cette base, avoir un modèle économique viable, un business plan viable, ça permet, on verra au travers des différentes solutions de financement, de pouvoir aller voir une banque et de dire voilà, moi j'ai tout prévu pour demain pouvoir tourner et donc ça m'aidera à trouver des fonds si mon projet tient la route. Donc effectivement la première chose à faire c'est de trouver des fonds pour démarrer cette société, pour financer l'investissement qui peut être lourd au démarrage, ça dépend des entreprises, mais il y a toujours une mise à mettre sur la table au début. Et aussi pour gérer la trésorerie, parce qu'encore une fois, même si on peut avoir des fonds au début, on a des grosses problématiques de gérer sa trésorerie, puisque l'argent part vite et il faut que ça tourne. Donc on dirait la première réponse, c'est d'avoir une source de fonds propres,
et aussi une source de fonds personnels. Puisque ce qui est important, c'est que même pour le futur de votre entreprise et son développement, c'est qu'il faut que vous-même, même si vous n'avez pas personnellement énormément d'argent à vous, il faut que vous puissiez dire, moi j'ai quand même misé sur mon entreprise parce que j'y crois. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que si vous-même vous ne mettez pas un peu d'argent dans votre entreprise, plus tard, les banquiers, les investisseurs éventuels, ils vont vous dire, vous avez mis combien? Ah, vous n'avez rien mis. Bon, c'est que vous n'y croyez pas en fait. Donc faut vraiment, c'est important de quand même avoir en tête qu'il faut investir soi-même un fonds. On dit souvent, quand on a un projet de vie, souvent vous achetez une maison, une voiture, vous n'allez pas demander de la subvention pour l'acheter. Vous allez mettre de l'argent, même si vous allez aller chercher des financements complémentaires après, etc. Merci. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu effectivement de la subvention, ce qu'elle peut apporter aussi les autres solutions un peu complémentaires. Juste ce petit schéma pour vous rappeler donc, les différents leviers de financement d'une entreprise. On ne va pas parler de tout aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais juste pour vous les citer. On va parler de mécanismes soustractifs, c'est-à-dire tous les moyens qui permettent en fait d'alléger, on va dire, les charges d'une entreprise, notamment au démarrage mais dans sa continuité, que ce soit au travers de crédits d'impôt par exemple. Vous avez des mécanismes de crédit d'impôt qui vont vous permettre d'alléger du coup vos charges. Aujourd'hui, il existe le crédit d'impôt export, par exemple ici. Vous avez également ce qui fonctionne plutôt pas mal ici, c'est la défiscalisation. Vous avez des mécanismes de défiscalisation, vous avez dû au moins entendre parler, qui permet encore une fois d'alléger par exemple l'investissement. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais pour dire que c'est un grand tout en fait quand on veut financer une entreprise et que ces mécanismes-là en font partie. Ensuite, vous avez les mécanismes additifs qui vont vous donner des fonds, qui vont vous permettre de donner du carburant pour votre projet. Et dans cela, on va parler surtout aujourd'hui des mécanismes de base génériques, c'est-à-dire tout ce qui est classique, prêts, subventions, les subventions classiques, etc. Mais vous avez aussi des mécanismes d'appel à projets qui sont plus ponctuels, c'est-à-dire que vous avez des appels à projets parfois plutôt des collectivités, de l'État, sur la base de politiques publiques, qui vont dire moi je fais un appel à projet. Vous avez peut-être entendu parler par exemple de l'appel à projet sur la fin du plastique à usage unique. Parce que ça fait partie d'une politique publique de dire il faut qu'on arrête d'utiliser du plastique à usage unique. On va aider les entreprises à financer ce changement et donc on fait un appel à projet pour dire si vous avez un projet qui va dans ce sens-là, on va vous donner de la subvention. Mais c'est sur des politiques publiques. On ne va pas trop en parler, mais c'est pour avoir en tête un peu tout ce panorama. Ce beau graphe. Donc tout ça, c'est pour dire que voilà, comme la réponse à la question, nous on trouve que c'est toujours que oui, la subvention, ça fait partie des outils de financement auxquels on peut faire appel pour soutenir notre entreprise, mais il n'y a pas que la subvention. Et un premier, il faut mettre les fonds propres, il faut que le modèle économique soit viable. Mais comme on va anticiper, il peut y avoir des soucis quand on a une start-up, surtout des start-up innovantes, c'est-à-dire que on a toujours, le moment où on génère des chiffres d'affaires, ça peut prendre un peu de temps, surtout si on a de l'innovation et on a de la recherche et développement à mettre en place. Donc effectivement, ça nous amène à devoir aller chercher des financements complémentaires. Et aussi le risque lié souvent à des projets, dans notre cas innovants, fait ainsi qu'on ne peut pas aller chercher un prêt bancaire tout de suite, parce que le projet est perçu comme trop risqué, pas assez mature, et donc c'est compliqué d'aller chercher des aides de ce type. Et donc c'est pour ça qu'il faut remonter un peu et aller chercher les financements qui vont avec. Donc on a fait un petit graphe pour dire que selon la maturité de notre entreprise et le risque lié à notre projet, on peut avoir accès à différents dispositifs de financement. Donc ça, c'est une photo qu'on a fait, on peut dire c'est qu'on peut trouver surtout en France métropole. C'est, par exemple, l'allocation chômage. L'allocation chômage, souvent, c'est ça qui permet à quelqu'un de se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, parce que ça nous donne 2 ans avec un salaire pour se dédier à 100% à notre projet. Après, il y a le dispositif ARS. Je ne sais pas si je me suis trompée en plus avec mais qui en fait c'est un dispositif qui est supplémentaire à la location chômage et qui va donner en fait de la liquidité si on veut démarrer une entreprise. Après, on a les fonds propres.
Le love money, qui ici, je pense que vous avez dit avant, donc de l'aide de la famille ou de quelqu'un qui nous est proche et qui croit dans le projet, même s'il vient de démarrer. Et donc la subvention. C'est clairement quelque chose de très important. Après, dès qu'on a une première transaction commerciale, un premier succès, on peut avoir accès à des autres financements. Donc là, on a du capital risque, des business angels, les deux sont des investisseurs, donc on verra, c'est différent. Les enjeux de ce type de financement sont différents. Et après, on a l'avance récupérable, prêt au zéro et les prêts d'honneur, que vous allez entendre après probablement. Et en phase finale, donc développement, on va avoir tout ce qui est capital développement et prêt bancaire qui vont intervenir quand le projet est dérisqué et mature. Donc comme on disait, ça c'est ce qu'on peut trouver en France. Par contre, aujourd'hui en Calédonie, surtout en phase d'amorçage et de premier succès, comme on l'appelle, on a quelques dispositifs de financement en moins. Donc, il n'y a pas vraiment un système de chômage ni de système supplémentaire pour vous aider à démarrer une entreprise. Il n'y a pas de capital à risque structuré ni de business angel structuré. On va dire, on peut trouver des cas d'investisseurs qui sont intéressés à des projets innovants, mais là, on va dire que c'est pas structuré en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, ici sur le territoire, pour démarrer un projet, la subvention a quand même une importance qu'on ne peut pas négligeable en fait. Donc, quand on parle de subvention, la subvention prend en charge quoi exactement? Je vais laisser Aurore. Alors effectivement, juste pour faire un petit mot sur la subvention, parce qu'on va voir un peu les spécificités de la subvention par rapport à d'autres mécanismes de financement. La subvention ne va pas aller financer tout et n'importe quoi, on va dire, dans le développement de votre entreprise. C'est pas un chèque qu'on vous donne, on dit voilà, on vous aide à la développer et puis faites-en ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment comme ça que ça marche. En général, elle va cibler des choses particulières. Alors, en fonction des organismes qui vont vous financer, il y en a certains qui vont vous aider. Alors, on va peut-être pas développer trop, notamment ici, on a en province sud un certain nombre d'aides cases que M. Siou présentera mieux que nous. Mais on peut avoir de la subvention qui va intervenir sur l'investissement, ou par exemple sur du fonds mouvement, ou des prestations externes. En général, elle ne va pas d'ailleurs aller financer, votre fonctionnement propre. Elle va vous aider sur certains volets du développement de votre entreprise. Il peut y avoir quand même, par exemple en province sud, de l'aide à l'emploi, par exemple, qui va aller alléger les charges sociales pour employer, par exemple, un premier salarié. Mais ça va quand même cibler certaines choses précises dans votre entreprise, avec des taux d'intervention aussi qui sont fixés par l'organisme qui vous subventionne et qui peuvent être différents. Ça peut être tant % sur l'investissement, tant % sur les prestations externes. Et chaque organisme de subvention a ses propres règles là-dessus. Et de même, a ses propres règles de contrôle. Puisque, encore une fois, on vous donne une subvention, mais derrière, il y a quand même un certain nombre de choses à répondre. Je peux passer la slide d'après. Alors, pareil, un petit quiz pour savoir, à votre avis, avant qu'on aille un peu plus là-dessus sur la subvention, à votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients? On peut se dire c'est super, on a un chèque, mais bon, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Les avantages que ça peut avoir. Les avantages, on les voit bien en général, mais les inconvénients aussi. Dans les inconvénients, c'est pas si on n'arrive pas à bien faire marcher notre entreprise, on est obligé de rembourser, non? C'est pas ça? Alors, c'est plus nuancé, mais ça peut. Dans les inconvénients, on peut noter le fait que déjà ce sont des fonds qu'on va devoir investir dans des domaines propres, mais aussi le fait que les subventions, elles sont limitées par l'entreprise. Alors, effectivement, on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là, mais il peut y avoir des plafonds, effectivement, par entreprise, notamment ici. Alors, c'est des règles qui ne s'appliquent pas forcément ici, mais en Europe, par exemple, ils ont vraiment des plafonds très très stricts par entreprise. Pendant 3 ans, vous ne pouvez pas avoir plus de 200 000 € d'aide cumulée, tout organisme confondu.
Et effectivement, ici aussi, quand vous attribuez une aide, un organisme peut dire qu'il n'y a pas plus de temps, effectivement, par entreprise, sur une certaine durée. Est-ce qu'il y a d'autres avis là-dessus? Je suis réponse. Quels sont les inconvénients donc, vous avez soulevé des bons points, effectivement. Donc, la première chose à garder toujours en tête, c'est que rarement on a une subvention qui prend en charge 100% de l'investissement dont on a besoin. Donc, on revient à la notion du fonds propre. Souvent, quand on demande une subvention, on a toujours une partie à amener en fonds propre pour balance la subvention qu'on va recevoir. En plus, c'est rare aussi de recevoir 100% de la subvention tout de suite. Souvent, on reçoit 70%, après 30%, ou 50, 30, 20, donc on ne reçoit jamais tout l'argent d'un coup. Donc, encore une fois, on a toujours besoin d'avoir un minimum de liquidité à pouvoir injecter dans notre entreprise. Ça, souvent, on s'est oublié, on pense que voilà, on a la subvention, on est tranquille, mais non, enfin, à moitié encore. Et donc, après, voilà, encore le deuxième inconvénient, c'est le fait que, comme Aurore disait, on ne reçoit pas un chèque à dépenser comme on veut. Souvent, la subvention, on reçoit le chèque pour dépenser. C'est aussi qu'on a déjà pré-indiqué avant. Donc, on a fait un plan de financement, on a dit on a besoin de ça. Il nous dit ok, c'est bon, vous pouvez dépenser pour ces éléments-là que vous nous avez indiqués. Mais dès que je veux changer, parce que les choses changent au fur et à mesure qu'on crée notre entreprise, on se retrouve à devoir demander en fait est-ce que c'est bon si je change ou pas, est-ce que ça vous va aussi, voilà. C'est quand même un processus un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on est assez verrouillé dans le plan de financement qu'on donne au début. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure en plus qu'on fait notre dépense, il faut fournir des justificatifs de compte comptable et aussi un rapport d'activité pour bien justifier qu'on a effectivement investi dans le plan d'investissement qu'on avait proposé au début. Donc, encore une fois, comme les choses changent tout le temps, souvent on se retrouve à la fin du programme à devoir encore, pour un an, trouver et fournir du justificatif comptable pour justifier tous les changements qu'on a fait en cours de route et tous les dépenses qu'on a fait. Donc voilà, et après, comme ça a été aussi en train de se lever avant, des fois il peut y avoir un risque de remboursement. C'est-à-dire que si à la fin du programme, moi je montre mes justificatifs comptables à la rapport d'activité, il me dit bah oui mais ça ne correspond pas à ce que vous avez dit avant, il pourrait vous demander de rembourser soit une partie, soit la totalité de la subvention que vous avez reçue. Donc en fait la subvention c'est jamais acquis en début de programme, c'est plutôt acquis vraiment à la fin du programme. Donc ça aussi ça reste un outil très avantageux, mais il y a quand même des contraintes et des caractéristiques qu'il faut connaître avant de dire oui, je demande une subvention. Je ne sais pas si tu voulais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous interrompre. Donc aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il y a deux grandes sources de subventions, donc les provinces et BPI. Donc après, on ne va pas parler des provinces parce que voilà, on a des représentants aujourd'hui, donc ils vont savoir vous expliquer beaucoup mieux que nous. Par contre, après, on va faire un petit focus BPI, comme nous on travaille avec eux pour le déploiement de subventions ici sur le territoire, donc on va faire un petit focus après. Donc voilà. Alors, pour parler un peu des mécanismes de financement complémentaires qui sont d'autres, c'est pas vraiment des formes de subvention, mais ça va un peu plus. Ça fonctionne différemment, même si c'est de l'aide, c'est vraiment de l'aide aux entreprises. Juste pour vous présenter, parce qu'effectivement, dans les mécanismes BPI, c'est les deux mécanismes qu'on va retrouver. Donc, l'avance remboursable. Alors, l'avance remboursable, c'est un mécanisme où on vous donne de l'argent qui peut se transformer en subvention si vous êtes en échec, c'est-à-dire qu'on va vous donner de l'argent pour un programme
et en sachant que celui-ci peut échouer, parce qu'on sait dans ces cas-là qu'on a une notion de risque, c'est pour ça que les organismes comme BPI par exemple sont là pour aider, en disant bon ce projet est risqué, peut-être qu'il va échouer, et dans ce cas-là, s'il a l'échec, on va transformer ça en subvention et ça sera de l'argent qui sera du coup pas récupéré par l'organisme, ce qui du coup allège un petit peu le risque au niveau du porteur de projet. Alors pour ça, on établit bien sûr des critères de succès en disant voilà, on a une feuille de route, les critères sur lesquels je te donne cette avance sont fixés, et puis effectivement, si on ne les atteint pas, on ne te demandera pas de rembourser. Alors c'est quand même très très encadré, du coup vous imaginez bien. Alors l'inconvénient c'est que si on est au succès, mais bon c'est un inconvénient quand même, c'est un mal pour un bien on va dire, si vous avez rempli tous vos critères de succès, que du coup votre projet fonctionne, et on va vous demander de rembourser, de rembourser sur des critères qui seront définis au préalable. Mais bon, ça veut dire que si vous êtes au succès en principe vous êtes quand même content, même si vous devez rembourser, c'est que vous êtes capable de rembourser. Vous avez un autre mécanisme qui est prêt à taux zéro, qu'on va retrouver notamment à Initiative NC, Viviane en parlera après, et qui se retrouve dans d'autres organismes comme les pays, c'est-à-dire qu'on fait un prêt, mais à taux zéro. Alors l'avantage effectivement par rapport à une subvention, c'est comme c'est un prêt, on ne va pas vous demander des justificatifs de rapport, de reporting de ce que vous avez fait de l'argent, de remonter des factures. La seule chose qui intéresse l'organisme qui vous prête, c'est que vous remboursiez. À partir du moment où vous remboursez, tant mieux, après vous en faites ce que vous voulez. Donc ça peut être avantageux. En fonction des organismes, on peut faire des remboursements différés en disant voilà, pendant 1 an ou 2 ans, vous ne remboursez pas, et puis ensuite il y a un échéancier qui s'enclenche. Donc c'est des mécanismes un petit peu différents de la subvention, mais qui vont quand même être des aides directes en entreprise. Parce qu'un prêt à taux zéro, même si c'est un prêt, c'est quand même super intéressant parce que vous n'avez pas de taux d'intérêt, donc c'est quand même de l'argent qui est pas cher, si on peut dire ça comme ça, et qui peut vous donner un bon coup de pouce au démarrage. Voilà, donc effectivement, on en revient, donc l'avance remboursable et PTZ dans le cas de vie, ce qu'on disait, on retrouve BP Initiative NC, on va pas en parler, Viviane va en parler. Et puis, juste, on va vous dire 2 mots sur le BPI qui est ici, Elena. Donc voilà, comme on disait, il y a quelques années, 4 ans je pense, que BPI France et la province Sud ont créé un fonds d'amorçage de 2 millions d'euros pour pour aider financièrement des projets innovants sur le territoire. Donc ça c'est le dispositif Sud Innovation qu'on retrouve aujourd'hui sur le territoire. Ce dispositif, les bénéficiaires éligibles pour ce type d'aide sont des jeunes entreprises, donc des startups on va dire, et aussi des entrepreneurs personnes physiques. Donc vous ne devez pas avoir déjà créé votre propre entreprise pour pouvoir avoir accès à ce type d'outils. Par contre, les personnes physiques doivent être accompagnées par un dispositif d'accompagnement sur le territoire, c'est normalement nous. Donc sinon, si vous êtes en France, un incubateur, un technopole, un accélérateur, n'importe quelle organisation qui fait de l'accompagnement en création d'entreprise. Et donc on disait que ce dispositif cible des projets innovants. Donc en fait, ce fonds veut aider la création d'entreprises à fort potentiel de croissance et innovant, donc avec un plan d'R&D de recherche et développement assez important. Toutes les dépenses éligibles doivent être liées à ce programme de recherche et développement. C'est-à-dire que le Sud Innovation peut prendre en charge des dépenses externes et internes, des frais de fonctionnement, tout, mais c'est lié au programme R&D. Donc en fait, se focalise vraiment sur la création de projets qui sont ambitieux et qui veulent innover dans leur secteur. Comme Aurore anticipé, ce dispositif se décline de 3 formes qu'on vient de voir. Donc on peut trouver de la subvention, de l'avance remboursable et prêt à zéro. Et comme on a vu dans le graphe initial, ça aussi, ça va dépendre carrément de la maturité du projet et du risque. Donc en fait, la subvention va être donnée à des projets qui sont donc en phase d'amorçage,
est encore en phase de faisabilité, souvent, où en fait l'objectif c'est encore de démontrer est-ce que ce que je veux faire c'est faisable, est-ce que c'est possible. Et donc on a un plan d'R&D derrière pour démontrer la faisabilité de notre projet. Et comme on disait, sauf dans le cas de personnes physiques, la subvention, on a intervention à 50%. C'est-à-dire que l'autre 50% de mon investissement, c'est à moi de le trouver. Donc, et aussi, concernant la modalité de versement, c'est 70%, et après, le reste, c'est sera versé au fur et à mesure du développement du programme. Et ça, c'est pour la subvention. Après, l'avance remboursable, c'est comme on disait, c'est-à-dire, voilà, il y a un taux d'intervention toujours à 50%, donc voilà, toujours à trouver 50% de fonds propres. Et dans ce cas, s'il y a un chèque à la fin du programme, il faut rembourser dans ce cas que 30%, et 70% ça se transforme automatiquement, on va dire, en subvention. Et après, il y a un prêt à taux zéro, qui est un classique, comme elle vient d'expliquer. Où par contre, le grand avantage, c'est qu'en fait, on a le 100% du montant qui est versé tout de suite. Donc en fait, on n'a pas de liquidité à devoir nous-mêmes injecter, enfin on peut si on veut, mais voilà, on n'est pas forcément obligé parce qu'on va recevoir la totalité du montant. Donc, Voilà, donc on arrive un petit peu sur la fin de notre présentation. Pour rappeler, donc là on a vu pas mal les mécanismes de subvention, prêts, avances remboursables, et puis comme vous avez vu dans le graphique au début, les investissements restent du coup un outil très important du financement d'une entreprise. Et qui est différent en fonction de la temporalité dans laquelle on se trouve. Vous avez vu qu'il y a toujours une notion dans ces mécanismes d'aide de savoir la relation qu'on a avec l'organisme prêteur ou subventionneur. On doit rendre des comptes, dans le cas de quand on donne un prêt, on doit rendre des comptes. Quand on reçoit une subvention, on doit rendre des comptes. Là, dans le cas d'un investisseur, on est dans une position un peu différente puisque l'investisseur va prendre une participation dans l'entreprise. Et du coup, vous allez partager cette responsabilité sur le plan d'action, la stratégie que vous avez mis en place. Donc ce sont des décisions et responsabilités partagées. Donc on a une notion différente par rapport à l'organisme externe qui va vous prêter ou vous donner de l'argent. Donc là, c'est un peu notre graphique final assez qui peut être un peu indigeste. On va pas rentrer dans les détails. Nous, c'est un peu notre outil qu'on a nous quand on travaille et qu'on est devant nos porteurs de projet pour leur dire ce qui existe. Ce qu'il faut juste retenir, sans rentrer dans les détails, c'est qu'on a c'est tout ce qu'on appelle l'ingénierie financière, c'est-à-dire qu'en fonction du stade du projet où vous en êtes, avant de création, donc vraiment au stade de l'idée, la création, les premiers succès, le lancement commercial, vous avez différents outils qui vont pouvoir sectionner en fonction du stade de votre projet. Donc avec toujours une part de financement public qui est possible, ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis le financement privé effectivement qui est indispensable. Et donc dans tout ça, donc, quand on monte ses budgets, qu'on fait son plan de financement, il y a toujours cette articulation à faire entre d'ailleurs l'apport que je veux avoir, donc l'apport qui peut être mes propres fonds, un business angel, du prêt bancaire, complété du coup par du prêt ou de la subvention. Vous voyez, il y a toujours cette notion de taux d'intervention qui varie. Voilà un petit peu le tableau. Est-ce que vous avez des questions? Nous, on a terminé pour notre partie. On espère qu'on a été assez clair, qu'on ne vous a pas trop perdu dans toutes ces notions. Juste une précision. Quel est le mécanisme de décision au niveau de Sud Innovation et notamment qui détermine qu'est-ce que c'est qu'un projet innovant, qu'est-ce que c'est qu'un projet à fort potentiel de croissance? En fait, il y a une pré-instruction qui est faite à l'AICA, par les pôles d'innovation avec le porteur, mais après tout ce qui est l'évaluation du projet, ça passe par BPI. Donc c'est BPI qui décide si le projet est innovant ou pas, ou si vous allez recevoir la subvention, l'avance remboursable, le prêt au zéro. Donc normalement, ce que nous on fait, c'est on travaille avec le porteur en amont, on voit ensemble déjà, parce que nous on connaît à peu près donc, les critères de BPI aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on instruit ce type de dossier. Il y a cette phase de pré-instruction ensemble pour bien cibler, pour bien mettre en avant tout ce qui est considéré comme innovant par BPI. Mais après, le dernier mot, c'est chez BPI et la tout qui doit valider clairement aussi l'investissement. Des projets en cours, vous pouvez donner une idée du montant qui a été donné par exemple l'année dernière? En total, je ne me rappelle plus. On va dire que le budget moyen, c'est de 10 millions et qu'il y en a au moins 4 ou 5
projets qui ont déjà eu une subvention. Il y a un projet qui a eu un prêt à taux zéro à 16,7 millions. Ça doit être aux alentours de 80 millions, je crois, aujourd'hui. Ah ouais, En je Pacifique. pense. Ouais, quelque chose comme ça. Autre question? En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage. Donc, moi, j'ai créé mon entreprise il y a 1 an, une entreprise de communication scientifique. Ça consiste en fait à vulgariser ce qui sort des labos de recherche pour le rendre accessible au public. Donc, c'est des brochures, de la rédaction pour des sites internet. Et donc, en fait, moi, je suis dans une catégorie de l'économie de la connaissance, mais en fait, je fais même pas de demande de subvention parce que je coche aucune case. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, et j'en ai rencontré beaucoup de jeunes chefs d'entreprise, moi je suis en entreprise individuelle, où en fait on crée des choses qui sont un peu nouvelles, qui correspondent à un marché qui n'existait pas, mais on est en train de créer le marché, et en fait on ne rentre pas dans les cases qui sont prédéfinies par rapport à des marchés existants. Et en fait on sait que dans l'avenir, il y a beaucoup de métiers ou beaucoup de choses qui vont se créer qui n'existent pas actuellement. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir bénéficier de subventions ou d'aides, en fait, parce qu'on ne rentre pas dans les critères existants. Et on aimerait bien pouvoir rentrer dans des critères. Moi, par exemple, j'estime que je fais partie d'entreprises innovantes, parce que je crée quelque chose qui n'existe pas, mais en fait, je ne rentre pas dans vos critères, qui consistent à créer de la technologie ou quelque chose comme ça. En fait, je fais de la connaissance, entre guillemets, innovante. Donc voilà, c'était juste un témoignage par rapport à l'existant. Alors effectivement, on ne va pas du tout juger du coup l'entreprise. Nous, pour l'innovation, on a, je ne sais pas si on l'a dit au début, on a un comité de sélection qui est composé de nos financeurs, donc les 3 provinces, l'État et le gouvernement, Initiative NC également, les chambres consulaires et les SEM de développement économique, Promo Sud, Nord-Amir et la CEDI. Et du coup, collégialement, on va dire, c'est eux qui statuent à chaque fois en fonction du projet et le caractère innovant ou pas. Et c'est sûr que l'innovation, c'est pas toujours tout blanc, tout noir à qualifier. On répète souvent que nous, on n'est pas du tout uniquement sur l'innovation technologique. On peut être sur l'innovation sur le modèle économique, de procédés, organisationnels. Et voilà, il peut y avoir toutes sortes d'innovations, mais c'est vrai qu'in fine, c'est ce comité qui décide. Voilà, donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'auto-censurer, il faut quand même parfois venir nous voir même dans le doute, venir nous voir en parler, et c'est pas, voilà, rien n'est impossible. Et c'est pas nous qui décidons. D'ici que vous aviez subventionné 4 projets en 4 ans, c'est ça? Combien qui étaient présentés? Pardon? Combien qui étaient présentés au total? Combien vous en avez examiné? Alors, on parle de BPI, le Fonds d'innovation, ou de manière générale? Ah oui, d'accord. Non, nous, on a aujourd'hui, combien? Il y a 35, un peu plus de 35 projets qui sont passés dans l'incubateur accélérateur. On a 5 ans d'existence, sachant qu'un projet peut rentrer en incubation 2 ans, poursuivre 1 an d'accélération. Il y en a qui ont des prolongations pour des raisons XY. Et du coup, on commence en fait à avoir, au bout de 5 ans, on commence à pouvoir faire un premier bilan, c'est-à-dire que on a des sortants qui commencent du coup à sortir du dispositif au succès. Il y en a qui ont échoué aussi. On a à peu près dans les critères, voilà, dans les pourcentages statistiques d'un incubateur classique. Donc nous, on en a accompagné 35. On en a actuellement 24, on a à peu près 24-25 qui sont accompagnés. Et du coup, ça tourne en fait, parce qu'on a tout le temps des entrants, des sortants, et on va sur ce chiffre-là, grosso modo. Et voilà, on est sur à peu près 35 aujourd'hui à accompagner. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, je vais demander à Viviane Lafay, s'il vous plaît, de venir pour présenter l'initiative LZ. Bonjour, donc j'ai la difficile tâche de passer juste après qu'on n'a pas arrêté de parler de moi. Donc je vais essayer de compléter. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions au fur et à mesure que je parle ou que ça soulève des interrogations chez vous. Donc Initiative NC, dont je suis la directrice, est une association loi 1901 qui est présente sur le territoire depuis 12 ans.
Et notre mission, c'est d'aider le développement des petites et des moyennes entreprises. En tant qu'association et membre d'un réseau, qui est le réseau Initiative France, on est une de ces plateformes-là, on a l'obligation que tout soit gratuit pour les porteurs qui viennent nous voir, que ce soit des financements ou que ce soit de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 12 ans? On aide la création, la reprise et aussi des projets de croissance sur des entreprises qui ont des projets qui font entre 2 et 40 millions de francs. On intervient en les aidant sur des prêts d'honneur dont on a parlé, à taux zéro, qui peuvent atteindre 25% de ce montant-là d'investissement. Je vais en profiter pour préciser tout de suite, dans prêt d'honneur, il y a prêt, donc ce n'est pas une subvention. Donc ça veut dire effectivement que c'est un remboursement, mais par rapport à ce qui a été prévu tout à l'heure, en fait, nous, on intervient toujours auprès d'un porteur. On est là pour accompagner des gens qui ont des idées ou des projets, et on n'intervient pas dans les entreprises. C'est-à-dire que pendant toute la durée du remboursement du prêt, et lié au prêt, il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas, au sens non pas où on vous flique, mais on vous aide à aller jusqu'au bout de votre projet et à faire en sorte que le créer, c'est déjà pas forcément facile, mais le faire durer, c'est encore plus difficile. Et que sur toutes les périodes, les prêts moyens qu'on fait aujourd'hui sont d'à peu près 2 millions de francs, et on vous suit pendant 4 ans, soit sur des processus renforcés si jamais il y a des difficultés, soit sur des processus allégés si tout va bien et que vous êtes dans votre business plan du début. Pour ça, on agit sur tout le territoire, donc sur toutes les provinces, sur tous les secteurs à part 2. On n'investit pas dans le secteur minier ni dans la promotion immobilière. Et on n'est pas tout seul, on est 6 permanents à l'initiative NC et on est accompagné d'une 50aine d'experts, de bénévoles, qui sont des professionnels sur leur thématique et qui viennent appuyer nos dossiers et nos porteurs tout au long de la durée du projet, avant et après. Donc le plus dur, c'est donc de durer, c'est pas de démarrer. C'est la flèche du bas. C'est la flèche du bas Ouais. tout le temps. Donc Donc là, je remonte en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 12 ans? Donc on a aidé 550 entreprises sur le territoire, ce qui a permis de créer ou de maintenir 1200 emplois. C'est essentiellement des créations, mais pas que, puisqu'il y a de la reprise ou des projets de croissance, de 61% de création. Essentiellement des gens qui démarrent en entreprise individuelle, mais pas que. Il y a aussi des SARL, des SA. Et surtout, le taux ce dont je parlais, et je rebouclerai avec des questions sur les subventions, c'est le taux de pérennité. Puisque après 3 ans d'existence, donc de démarrage, il y a 88% des entreprises qu'on accompagne qui existent encore. C'est un taux qui généralement est situé aux alentours de 50% ou un peu moins, en fonction des secteurs aussi, qui sont plus ou moins à risque, quand il n'y a pas d'accompagnement. Donc le financement, c'est une chose, c'est pas forcément facile à obtenir, mais c'est pas nécessairement la panacée. L'accompagnement et le fait de ne pas se sentir seul quand on démarre, c'est quelque chose qui est important. Les prêts d'honneur, c'est 840 millions de francs sur le territoire depuis 12 ans qu'on a donné. On est une association. Donc tous les fonds qu'on prête aux porteurs, ce qu'on attend, c'est qu'ils reviennent pour pouvoir en prêter à d'autres. Donc c'est un principe de solidarité. On n'est pas une association de 1901 pour rien. Et donc ces fonds tournent depuis 12 ans et permettent de lever en fait beaucoup plus d'argent, puisque nous on intervient prêt à taux zéro. On a parlé tout à l'heure de fonds propres. On prête cet argent-là aux porteurs pour pouvoir consolider ces fonds propres et arriver à convaincre des établissements financiers de pouvoir les suivre. Donc nos prêts sont systématiquement liés à un prêt bancaire. C'est-à-dire que notre intervention auprès du porteur lui permet de pouvoir lever des fonds. Parce que les fonds propres, on les a consolidés. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il fallait essayer de convaincre un banquier ou un établissement financier qu'on était convaincu que c'était une bonne idée et qu'on était prêt à investir. Ben nous, en fait, par le prêt d'honneur qu'on fait à un individu, ça permet de montrer que ses fonds propres et son niveau de motivation et d'implication dans le dossier est important. Et c'est pour ça
que de toute façon, parmi les partenaires aussi qu'on a au niveau de l'association, il y a la plupart des banquiers de la place. Puisque le financement et l'accompagnement permettent de diminuer les risques. Vous avez montré une super courbe tout à l'heure. Plus ça va, moins il y a potentiellement de risques. Nous, l'intervention qu'on peut faire auprès des porteurs en tant que permanent ou avec les bénévoles permet justement de mieux préparer les dossiers, de mieux préparer le porteur à ce que c'est que d'être chef d'entreprise et de pouvoir avancer. C'est la flèche du bas. Dans cette optique-là, en fait, depuis 1 an, on a mis en place justement un nouveau dispositif qui est celui des parcours qui permettent de justement mieux préparer le projet d'un point de vue humain autant que d'un point de vue financier. C'est-à-dire que vous allez tous démontrer dans vos projets vos savoir-faire, vos compétences, mais vous avez aussi besoin pour ça de pouvoir montrer votre savoir-être en tant que chef d'entreprise. On a mis en place des parcours avec la province Sud et AG2R La Mondiale qui permettent justement à des gens qui se posent la question de devenir chef d'entreprise de baliser un certain nombre de choses et de problématiques avant de commencer. De façon à ce que, pour certains, ça peut aller très vite, parce que les questions sont posées, les réponses sont faciles à trouver. Pour d'autres, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais on vous propose des ateliers qui sont personnels et collectifs pour justement consolider votre dossier, d'un point de vue certes financier, puisqu'il y a un atelier business plan, mais aussi d'un point de vue personnel par rapport à votre capacité à montrer votre motivation et ce qui fait votre différence dans votre projet. Oui ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, notre accompagnement, certes, d'un point de vue financier, c'est un prêt à taux zéro, donc remboursable, qu'on fait au porteur, donc on n'intervient pas dans l'entreprise, on est en accompagnement du porteur, mais pas dans la société. Et ça va être important pour moi pour rebondir sur la thématique de la subvention. C'est que un des inconvénients que vous n'avez pas cité, mais qui me semble extrêmement important, ça doit être mon passé de contrôleur de gestion qui sommeille en moi, c'est que la subvention, elle vous permet de démarrer, pour certains. Sans ça, vous ne pourriez pas y arriver. Par contre, si vous considérez que c'est de l'acquis au niveau des frais que vous avez, au niveau des charges qui sont les vôtres, la pérennité dont on parlait, vous allez avoir beaucoup de mal à la maintenir. Et quand on parle de préparation en amont, quand on parle d'accompagnement au moment du démarrage, c'est surtout ça aussi qu'on cherche à vous montrer. C'est que calculer un prix de revient qui intègre des subventions sur des investissements, sur des charges de salaire, ça va vous mettre effectivement en difficulté quand ces subventions ne vont plus être là, quand il faudra renouveler le matériel, quand il va falloir payer les charges sociales, quand il va falloir aller au juste prix de ce que vous êtes censé avoir payé. Donc bien sûr que la subvention, elle vous aide. Sans ça, vous ne pourriez pas avancer, vous ne pourriez pas démarrer. C'est important et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de programmes qui existent malgré tout en Nouvelle-Calédonie. Mais oublier que c'est une subvention, donc que c'est une aide, et ne pas l'intégrer dans son plan de financement, c'est aussi une des meilleures façons de ne pas être dans les 88% de gens qui existent encore au bout de 3 ans. Et c'est ça sur lequel l'accompagnement, pour moi, il est fondamental, et que le travail qu'on peut faire à côté du porteur, avec nos bénévoles et avec nos permanents, il est super important pour justement qu'on maintienne toujours cette idée que cette aide, c'est une aide, mais elle n'est pas constitutionnelle de votre projet. Que l'exploitation, c'est encore autre chose. Et que c'est super important de l'intégrer si vous voulez continuer à durer. Donc voilà, l'initiative NC, c'est pas de la subvention, c'est du prêt. C'est pas un prêt dans l'entreprise, c'est un prêt à un porteur, à une personne. Ce prêt-là, il n'existe pas, il n'a pas de sens pour nous s'il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire si justement, à côté, on n'est pas en train d'aider le porteur à porter son projet, à le présenter, à le défendre et à le faire vivre après, et de manière durable. Je crois que je n'ai pas grand-chose d'autres choses à rajouter, si ce n'est éventuellement répondre à vos questions. S'il y en a. Est-ce que quelqu'un a une question ? Je voulais savoir s'il y avait une limite au niveau du temps de l'accompagnement de l'initiative NC avec
la création de son entreprise? Est-ce que c'est par exemple les 2 premières années, 3 premières années, ou ça peut continuer comme ça? L'accompagnement, c'est pendant toute la durée du prêt. En moyenne, aujourd'hui, on a des prêts qui durent entre 4 et 5 ans, 4 ans et demi. Il a plutôt tendance à augmenter, puisque les coûts moyens, enfin les prêts moyens, les prêts d'honneur moyens augmentent aussi. On est passé d'1,5 million à 2,2 millions aujourd'hui. Donc, du coup, ça augmente aussi potentiellement la capacité de l'entreprise et de l'entrepreneur surtout à rembourser. Donc, on a des taux, enfin des durées qui sont grandissantes. Et l'accompagnement, le suivi, il est fait pendant toute la durée du remboursement. J'aurais une question. Donc, est-ce que Initiative SC peut donner des conseils à un entrepreneur avant un potentiel prêt? J'ai envie de dire oui et non. Non, on ne donne pas de conseils. Oui, on pose des questions. Parce qu'on n'est pas des spécialistes. Je parlais de gens qui étaient experts et qui nous entouraient. Donc on ne prétend pas détenir la vérité, surtout à votre place, en tant que porteur. Par contre, on vous interroge, on met en avant un certain nombre de problématiques qui nous semblent liées au projet. Donc on pose des questions, on n'est pas des donneurs de conseils. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Je vous ai endormi. Donc à présent, je vais demander à tous les intervenants de bien vouloir venir pour la table ronde. J'ai oublié une chaise sous le toit. Je reste debout, je grandis. Hein? Je reste debout, je grandis. C'est bon, mais donc, je vais commencer par poser la question de la subvention est-elle la solution pour financer son entreprise à Henri Sioux. Désolé, Sioux. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Henri Sioux, je suis l'adjoint au chef du service du développement économique à la direction de l'économie de la formation et de l'emploi de la province Sud, située à Ducos. Je suis bien à ma place parce que la province Sud, les provinces sont compétentes en matière de développement économique et la province Sud dispose d'un dispositif d'aide financière au projet de création, de développement d'entreprise pour la province Sud. Et donc, voilà, pour répondre à la question, la subvention, c'est pas uniquement le seul moyen de financer l'entreprise. D'ailleurs, on ne peut financer en totalité un projet. On est toujours la subvention est toujours en complément d'autres sources de financement, que ce soit sur les fonds propres ou prêt bancaire. Et la subvention, elle intègre chez nous, au niveau de la province Sud, un dispositif voulu par les politiques, au travers des politiques de développement économique. Donc, il y a cet outil, on a cet outil qui s'appelle le Code des aides financières pour le soutien de l'économie, avec des orientations sur des filières et des secteurs d'activité ciblés sur le territoire de la province. Alors, les subventions donc, permettent d'intervenir sur
sur certaines activités, sur certains projets, on finance certains projets qui sont listés dans les filières prioritaires définies par la promesse. Et bien évidemment, le dispositif n'est pas étendu à toutes les activités parce que, comme je l'ai dit, la politique de développement économique, elle cible des filières et des activités. Que dire d'autre au niveau du service de développement économique, notre principale mission, c'est d'instruire les demandes de subventions des porteurs de projets de création et de développement d'entreprise. Donc nous, on est un financeur du projet, donc on attribue des subventions qui ne sont pas remboursables, à part une seule aide sur les 17 aides qu'on propose aux porteurs de projets. Les subventions sont non remboursables. Les subventions peuvent venir compléter, donc, je le disais, des fonds propres, enfin, un plan de financement donc, constitué de fonds propres, d'un prêt d'honneur ou une subvention de BPI ou d'autres financements type capital risque, Promo Sud, ICAP, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, nos secteurs prioritaires sont principalement l'industrie manufacturière, puisque créateur de valeur ajoutée et d'emploi. Nous ciblons également les secteurs de l'aide sociale, notamment l'aide à domicile, les crèches, garderies et maisons de retraite. Toutes les activités liées au traitement à la valorisation des déchets et également tout ce qui a trait donc, aux activités touristiques, donc hébergement touristique, prestations touristique. Voilà pour ce qui est de la subvention. On intervient uniquement sur certains secteurs et pas l'ensemble. Donc, on a le site internet de la province Sud qui présente l'ensemble de nos dispositifs et il nous invite à venir nous voir aussi dans nos locaux à l'ICOS pour des renseignements sur les différentes aides qu'on propose et puis les activités qu'on a. Merci. Je voulais poser une question à Incubateur NC. Quels sont les critères indispensables pour qu'une entreprise soit sélectionnée pour les subventions dans l'incubateur? Alors, nous, Incubateur, on ne donne pas de subvention. Ah oui, non. Donc, est-ce que la question, c'est pour intégrer l'incubateur? Oui, voilà. D'accord. Je me suis emmêlée les pinceaux. Donc encore une fois, nous c'est pas l'équipe qui choisissons les projets, c'est notre comité de sélection dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous en fait on regarde l'ensemble, enfin on regarde l'image globale d'un porteur de projet quand il arrive. On a globalement 4 critères. C'est l'équipe, on évalue l'équipe, le caractère innovant, bien sûr, qui est indispensable, mais pas que, parce qu'on peut avoir des belles idées d'innovation mais qui servent à personne, donc il faut quand même qu'il y ait un marché derrière, donc on évalue le potentiel de marché, ce qui est indispensable. Et le dernier critère, c'est la faisabilité technique et juridique, c'est ça. Parce que c'est important aussi, parce qu'on peut avoir un beau projet prometteur, innovant, qui a un potentiel de marché, mais avec des gros freins au niveau de la réglementation, par exemple, au niveau technique. Donc on regarde cet ensemble et l'ensemble est évalué. C'est-à-dire que, et surtout nous, alors ça peut être parfois, comment on appelle ça, on peut avoir des projets qui arrivent, qui vont être parfaits sur tout,
Et du coup, on va leur dire, ben, c'est super, mais on peut pas vous aider plus que ça. Ça nous arrive. Parce que bah, voilà, les porteurs n'avaient pas besoin de plus que ça d'aide puisqu'ils avaient déjà tout prévu, donc c'est magnifique. Voilà, donc c'est. Mais on évalue sur tout ça. Enfin, c'est le jury qui évalue sur tout ça. Il y a un président du jury. Aujourd'hui, c'est Monsieur Germino, le président de l'OPT, directeur de l'OPT. Et du coup, bah, on a un vote et puis on tranche. C'est le jury qui décide. Merci. Et qu'est-ce que l'innovation? Ah, c'est la question. Bah, il faudrait faire un café sans filtre sur ça en globalité parce qu'on peut pas répondre en 2 secondes. Ça va être compliqué. Je pense qu'il faut surtout retenir, c'est que l'innovation, comment dire, on a tendance à montrer notre petite. Alors, l'innovation, c'est comment on dit nous? C'est les mettre les meilleurs des Donc ça c'est la petite définition que j'utilise. C'est l'innovation, c'est un produit ou un service issu d'un processus de créativité qui trouve sa place dans le marché. C'est-à-dire que on ne part pas de technologie, on ne part pas forcément de recherche et développement. L'innovation, il y a beaucoup de types d'innovation, ça rentre dans le détail. Il y a l'innovation de service, il y a l'innovation technologique, il y a l'innovation dans le business model, le management. Il y a différents types d'innovation, mais ce qu'on cherche, donc, c'est un produit, un service sur lesquels il faut avoir un processus de créativité. Il faut se poser des questions, il faut trouver des solutions qui n'existaient pas forcément aujourd'hui ou améliorer celles qui existent aujourd'hui. Mais cette idée d'avoir un processus derrière où on crée quelque chose, c'est important. Et comme on disait avant aussi, quand on dit qu'il trouve sa place dans le marché, c'est-à-dire que si on a une super idée, mais que personne ne veut acheter, ça reste une invention plutôt qu'une innovation. L'innovation est quelque chose qui trouve sa place dans le marché, qui soit crée un marché, soit rentre dans un marché qui existe déjà, mais qui a quelqu'un qui va l'acheter. Que ce soit un service ou un produit. Je ne sais pas si ça a été plus clair ou plus flou encore. Et si je peux ajouter ici, alors en plus ici on a la particularité, c'est vrai que des projets ici ne vont pas être jugés de la même manière ici qu'ils l'auraient été en métropole par exemple. Parce qu'ici on a de nombreux porteurs de projets qui arrivent avec une solution, un service. On peut se dire, ah bah oui, mais ça existe déjà en métropole, ça existe déjà ailleurs. Mais pour en fait le développer ici, il y a des grosses problématiques de taille de marché. Ce qui est une problématique récurrente pour quasiment tous nos porteurs de projets. C'est qu'on est sur un marché qui est très petit, on est moins de 300 000 habitants sur une île. Donc forcément, vous avez des problématiques particulières ici que vous n'avez pas ailleurs. Et vous allez devoir avoir de la créativité justement pour trouver des solutions sur les modèles économiques. On a pas l'exemple de start-up sur le numérique, elles ne peuvent pas appliquer le même modèle économique qu'elles auraient fait dans des grandes métropoles. Ici, il faut se creuser un peu plus la tête sur comment on fait avec un petit marché. Merci beaucoup. Vivienne, j'aurais une question pour vous. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour vraiment lancer une entreprise? Vous avez besoin d'avoir de l'argent à titre personnel, c'est ça? Oui. Ça aide, mais c'est pas obligatoire. On a des projets aujourd'hui qu'on a annoncés dans les 550 dont j'ai parlé. Il y a des gens qui sont partis qui n'avaient pas un franc. Mais le prêt personnel qu'on a pu leur faire leur permet justement de montrer que l'argent, ils en ont. Donc, puisqu'on leur prête sans garantie et à taux zéro. Mais il y a des projets qui sont partis avec des personnes qui n'avaient pas du tout d'épargne et qui avaient par contre une bonne idée. Après, ce qui fait la différence, c'est justement la capacité à le défendre, de montrer le niveau d'implication, d'intérêt que le projet peut avoir pour pouvoir obtenir d'autres financements et faire un effet de levier. Mais oui, on a démarré avec des gens qui n'avaient rien. On est parti avec des gens qui avaient à peu près vos âges. Pour certains dans la salle, je vois, sont assez jeunes. Donc on a aussi aidé des gens qui démarraient dans la vie professionnelle. Et effectivement, l'épargne, c'est pas forcément ce qu'ils ont au tout premier. Merci. Et Henri, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de projets que vous avez soutenus et aidés avec leur pension?
Alors moi je suis à la province depuis ça fait 12 ans maintenant, donc Louisiane, ça va présenter l'initiative. Je voyais 12 ans, je dis waouh, ça fait quand je suis arrivé en 2007, a émergé, a été créé, donc on venait de se créer l'initiative dans les Calédonie, nouveau dispositif qui fonctionne très bien, donc on est très content, avec qui on travaille régulièrement. Comme en 2004, donc en 2014, 2012 d'ailleurs, il y a eu la création de cette convention avec les EO, donc en partenariat avec la LICAB, on suit l'innovation. Alors, j'ai perdu le sens de la question. Des exemples. Oui, des exemples. Excusez-moi. J'en ai plein pour revenir sur tout l'historique. Dans la province sud, j'étais instructeur de dossier pendant un moment. J'en ai un paquet, donc, mais des exemples qui m'ont marqué, parce que bon, vous connaissez tous l'entreprise Vive ou Cifray, Viviane connaît très bien aussi. Donc, c'est un porteur de projet qui était venu me voir, donc, qui m'avait présenté son projet de reprise d'une activité, et puis qui a bénéficié d'une première fois d'une subvention au démarrage, donc à la création, et puis quelques temps plus tard, l'entreprise s'est développée et donc avait besoin d'autres interventions nouvelles de la province sud. S'agissant bien sûr d'une activité de transformation alimentaire, qui est une activité éligible à notre dispositif. Voilà, donc on l'a à nouveau soutenu et puis elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une structure qui emploie plusieurs dizaines de salariés et qui a bénéficié du bénéfice de la double défiscalisation. Voilà, donc qui avait l'exemple aujourd'hui de réussite pour moi. J'en ai d'autres, des crèches garderies, bon, ça manque, ça manque sur toutes nos communes. On en aide régulièrement, donc on a des porteurs de création de ce type de structure. Donc c'est pas évident, hein, parce que c'est des structures bien encadrées réglementairement, qui nécessitent beaucoup d'un investissement de départ. Et puis on a des activités dans le domaine du traitement des déchets. Donc on a soutenu des activités dans ce domaine-là. Voilà, dans le recyclage de verre, dans le plastique, dans le carton. Et puis des projets innovants, donc au travers des projets qui sont passés à l'incubateur et qui sont éligibles à notre dispositif et qui donc, ont pu bénéficier de subventions pour tout ce qui est investissement de matériel, parce que dès le départ, les porteurs de projets n'ont pas capacité à obtenir des prêts, donc ils peuvent obtenir auprès de chez la province sud donc, des subventions, une aide aux investissements matériels pour tout ce qui concerne les dépenses internes ou externes. Dépôt de brevet, développement d'un produit, un prototype. Et puis quand le projet arrive à une certaine maturité, on l'accompagne aussi au travers d'aide à l'équipement et d'aide à l'exploitation. Comme je le disais tout à l'heure, un panel de 17 aides qui permet de couvrir en fait, un projet depuis bien avant la création, donc en amont dans une phase d'étude jusqu'au niveau de la création, du développement et même quand elle est en difficulté. Parce qu'on a une aide au maintien de l'effectif salarié quand elle a des difficultés conjoncturelles, la province peut intervenir pour le maintien principalement des emplois. Merci. Maintenant, j'allais dire, je vais vous demander si vous avez des questions à poser. J'ai vu une main se lever. Merci. Je crois qu'on peut concourir aussi à des prix pour les entreprises
Par exemple, je pense au trophée de la CCI. Est-ce que vous en connaissez d'autres auxquels on peut concourir Il me semble qu'il y a le concours en total ou BNC, Il y a une initiative. l'éducation de l'initiative, oui, c'est ça. Il y avait eu le challenge total. Oui, c'est le challenge total, c'est ça. Le challenge total, effectivement, qui était aussi un concours en fin d'année, qui vont peut-être renouveler, c'est envie de le dire. Ensuite, il y a les concours extérieurs. On peut citer par exemple, on a le Digital Festival d'Haïti qui a fait un concours Tech for Island. On a une start-up calédonienne qui est dans les demi-finalistes, qui a pu concourir. Après, il me semble qu'il peut y avoir des concours plus nationaux, mais pas forcément. J'aimerais ajouter qu'il y a le prix Pépite pour ceux qui souhaiteraient monter leur entreprise et qui souhaitent l'année prochaine rejoindre Pépite. Donc c'est pour aider les étudiants à monter leur entreprise, donc en plus de tous les dispositifs qui existent. Et cette année, le prix Pépite va permettre à un de nos étudiants de remporter la somme de 1,2 million pour développer son projet. Voilà, donc ça c'est un concours national et c'est dans toutes les régions de France. Et la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une région, donc un des candidats Pépite peut remporter 1,2 million. Voilà, donc c'est la petite promotion aussi de Pépite, parce que vous êtes au Café Sans Filtre et l'idée c'est de vous permettre, vous en tant qu'étudiant, de dire en parallèle de mes études, je peux aussi tenter de monter mon entreprise, essayer, voilà, me dire bah, tiens, je fais mes études et pourquoi pas à côté suivre des cours, essayer de savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat, et donc vous pouvez en plus gagner de l'argent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le domaine de la bourse, enfin, investir dans la bourse ou dans le e-commerce, c'est un bon investissement pour se lancer? Deuxième. Parce qu'en métropole, il y a des gens, maintenant c'est réputé d'investir dans la bourse et dans par exemple le dropshipping. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais il y a des opportunités, il y a des niches qui peuvent exister, il y a des nouveaux marchés qui se créent. Ils ne sont pas forcément bons ou mauvais, qui sont bons ou mauvais par rapport aux porteurs, par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à comment tu es entouré de gens qui peuvent le porter aussi, sur un certain nombre de choses. Donc ce qui est bon, c'est parce que c'est bon pour le projet, pour le porteur, c'est le binôme qui est important. Donc oui, ça aide d'avoir des effets de niche, ça aide d'avoir des nouveaux marchés qui se créent, mais si on ne sait pas répondre, si on ne sait pas se différencier, si on ne sait pas l'occuper, ça n'a pas de sens. Donc ça peut aider, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est nouveau que ça va marcher pour vous. Et ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des choses qui ne paraissent pas innovantes, qui ne paraissent pas nouvelles, qui peuvent fonctionner parce qu'il y a un marché, ça fait partie du business plan en étude de marché, et que vous savez faire la différence sur ce marché-là, même s'il est traditionnel et qu'il n'est pas innovant, start-upper, etc. On peut très bien démarrer sur des... nous, on est en train de suivre quelqu'un qui a à peu près votre âge sur un secteur d'activité de l'artisanat plus traditionnel que ça devient difficile, mais il porte quelque chose, il a les compétences, il est entouré pour le faire, et ça devrait le faire. Donc ça aide, mais ça dépend tellement de l'équipe et du prof. Pour moi, ma réponse, c'est ça dépend du porteur. Je réponds à ta question. Je voulais juste apporter un complément, parce que je ne sais pas pareil si ça peut répondre à ta question, mais là on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on a parlé aussi d'investissement. Et peut-être que c'est ça aussi, on peut ne pas être entrepreneur, mais se dire tiens, moi j'ai envie de miser sur des entrepreneurs et je vais investir dans des startups. Et du coup ça peut être aussi quelque chose où il y a des gens, c'est leur métier, ou des gens qui ont de l'argent, qui ont mis de l'argent de côté, qui se disent bah moi pour en gagner, plutôt que d'investir dans un immeuble ou dans une maison, je vais mettre de l'argent sur des entrepreneurs en espérant que dans quelques années,
il me ramène de l'argent. Et donc c'est un peu le principe de la bourse, c'est être investisseur pour des entrepreneurs. Donc c'est toi en fait qui investis dans les startups des jeunes pousses. Alors, Aurore et Elina, vous avez parlé de mécanismes soustractifs, notamment de la défiscalisation et des crédits d'impôt d'export. Donc, je voulais savoir auprès de qui on se renseigne pour savoir si on est éligible ou pas à ces subventions, enfin à ces aides. Alors, bonne question. Défiscalisation, je pense qu'il faut plutôt se tourner vers les collègues les petits des services fiscaux ou même des cabinets des fiscs, effectivement, qui savent très bien faire. Et pour le crédit d'impôt export, notamment, vous pouvez les voir à NCTI. NCTI qui est cluster export. Voilà. Donc qui connaît bien aussi ces mécanismes et qui peut vous dire comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est plutôt à tous et plus particulièrement peut-être à Henri Sioux, là, donc, pour les jeunes et les moins jeunes qui se lancent, est-ce que la multiplicité des aides, si j'ai bien compris tout à l'heure, vous avez à peu près 17 mécanismes d'aide, c'est ça? Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je me mets à la place d'un jeune qui démarre, est-ce qu'il doit faire le tour des 17, voilà, en se disant, est-ce que je vais bien choisir le bon cheminement, hein, la bonne structure? Comment fait-il? Parce que c'est un peu, ça peut être un peu un handicap, c'est une chance, je pense, il y a une multiplication d'aide, mais en même temps, le jeune qui débarque, on dit, bah, écoutez, il y a 17 mécanismes d'aide, je dois faire les 17, et puis, etc. C'est un peu provocateur, hein, ma question, ouais. Je pense que c'est un peu compliqué aussi, non? Non, c'est tout simple. Déjà, s'il est éligible, il rentre dans une activité que soutient la province. On va lui dérouler, selon son type de projet, selon la phase dans laquelle il se trouve, s'il est en création, nos aides s'appliquent en fonction du type de projet. Donc, qu'il soit en création, comme Liliane le disait, on va le questionner au départ sur ses besoins, sur ses besoins matériels, salariés, tout ça. Et donc, à partir de là, c'est le service instructeur qui va identifier les aides dont il a besoin, qui sont en création, développement, quelle que soit la phase où le porteur de projet se situe. Toutes les aides plusieurs aides peuvent se cumuler pour un même projet. Donc, le porteur de projet qui a investi dans une entreprise de fabrication de donuts, il y aura un local à aménager, des équipements à acheter, des emplois à créer. Alors, on a une aide à l'équipement pour financer une partie, pour aider à financer une partie de son équipement. On peut lui accorder également une aide à l'emploi pour chaque emploi nouveau qui est créé. S'il envisage de faire de la communication commerciale, parce que pour se lancer, il faut qu'il se fasse connaître, tout ça, donc on a également une aide qui peut intervenir là-dessus. Et s'il a besoin de formation, on a une aide à la formation. Et également une aide pour l'enrôlement. S'il se situe dans le développement, il est déjà en activité et qu'il a besoin de détendre son doc, d'acheter une nouvelle machine, voilà, on applique les aides dont il a besoin. Pour moi, c'est relativement Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'ensemble des dispositifs, on a dit il y a 17 mécanismes d'aide, la porte d'entrée pour s'orienter, c'est chez vous? Oui, c'est chez nous, voilà. Donc, voilà, on a le bureau principal se situe à Ducos et on a également des agents dans nos antennes, à Poil, Bourail, Thio et l'île des Pins. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que du coup ces aides sont genre avec un taux d'intervention, est-ce que c'est genre vous donnez 70% et nous on complète? Ou c'est à 100%, c'est une subvention à 100%? Alors, je le disais en début d'intervention que la subvention ne finance pas la totalité
d'un projet, bien compléter d'autres sources de financement. Comment dire, j'ai perdu le sens de la question. Je demandais juste s'il fallait compléter. Oui, voilà, je revenais aussi au taux, parce que c'est le taux qui... alors, nos taux varient de 10, minimum 15, jusqu'à 50 maximum, 50% maximum. J'ai parlé des aides, on a des pourcentages qui varient selon les aides. Pour une aide à l'équipement, ça peut aller jusqu'à effectivement 50%. Pour une aide à la communication commerciale, c'est également 50%, dans la limite d'1 million de francs. Pour une aide aux infrastructures primaires, donc ça concerne les travaux d'amener d'eau, des réseaux électriques. Ça, on a un taux d'intervention de 40%, à limite de 4 millions de francs de subvention. Voilà, pour dire qu'on la collectivité ne finance pas la totalité, on vient toujours en complément d'autres financements comme le projet. Je voudrais juste intervenir, compléter quelque chose sur ces pourcentages. On parlait tout à l'heure de durabilité et du fait que les subventions, c'est une aide pour commencer, mais que ce n'est pas ça qui va vous permettre nécessairement de survivre. C'est ce en quoi ça me semble important que la part ne soit pas forcément la totalité, pour que vous soyez tous bien conscients en tant que chef d'entreprise que quand il va falloir renouveler ce matériel, quand il va falloir revenir dans des conditions classiques d'entreprise et de règles de marché, vous n'aurez plus nécessairement cette subvention. Donc créer une entreprise parce que vous avez une subvention sur un secteur ou parce que vous êtes aidé, ça peut être une opportunité, mais ce n'est pas une raison pour démarrer. Parce que sinon, la durabilité, la viabilité, la pérennité de cette entreprise, elle risque d'être plus problématique. Donc ça peut bien sûr être une aide, et tant mieux si ça peut atteindre 100%, mais je trouve cohérent éventuellement, donc risque d'être provocateur aussi, que ce ne soit pas le cas, parce que ce n'est qu'une aide. Ne créez pas une entreprise parce que dans ce secteur-là, vous avez une aide à 100%. C'est pas ça qui va forcément vous permettre de durer, en fait. Ça peut vous permettre de démarrer, oui, et c'est déjà super important. Mais démarrer une entreprise tout aussi compliquée que ça puisse être en termes de guichet unique, pas guichet unique, aide, pas aide, une capacité à rentrer dans un incubateur ou pas, le plus dur, c'est même pas ça, en fait. C'est de pouvoir après continuer. Et que tout l'investissement en temps, éventuellement en argent, en implication personnelle que vous y aurez mis, c'est que ça vous serve et que ça vous serve encore 3 ans, 5 ans plus tard. Dans les investissements, dans les financements, on a parlé de financement privé avec les business angels, les love money, la love money, etc. Et je voulais vous poser la question du financement participatif. Est-ce que c'est une option pour créer une entreprise? Quelles sont ses limites? Est-ce que c'est sécurisé aussi, par exemple, ce genre de choses? Moi, je vais donner ma propre opinion sur le sujet d'ailleurs, parce que donc en fait, je pense que le crowdfunding ne peut pas être le seul moyen de financement d'un projet. Et en plus, il faut savoir aussi que le crowdfunding, c'est pas juste j'ai mis mon projet en ligne et je reçois de l'argent. Il y a tout un énorme travail avant pour préparer la campagne de crowdfunding. Donc, préparer une campagne de crowdfunding, c'est aussi un investissement. Donc, en fait, oui, ça peut vous ramener éventuellement de l'argent, mais c'est plutôt une opération éventuellement de marketing, de visibilité pour aller trouver vos premiers clients, vos premiers acheteurs. Donc, c'est l'argent que vous allez obtenir. Encore, voilà, il y a beaucoup de variables. Est-ce que vous allez avoir
campagne de crowdfunding qui a un succès ou pas, ça aussi c'est pas forcément, on peut pas le savoir avant. Cet argent-là, souvent, ça sert pour pouvoir mettre en place la première production pour répondre aux gens en fait qui vous ont fait des donations en fait, parce que ça va un peu équilibrer aussi l'investissement que vous avez fait pour la campagne. Donc je pense que c'est un type de financement qui peut arriver quand le projet est déjà mature et qui est prêt à aller au marché, et qui ne constitue pas forcément une source reliable, sûre pour lancer son propre projet. Et en plus, voilà, ça dépend clairement du projet. Il y a des projets, surtout pour ceux qui services, je pense, ne sont pas forcément faits pour être dans une plateforme de crowdfunding. Après, ça, c'est vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parfaitement, merci. On peut donner un avis contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Donc, on peut peut-être conclure en disant que pour chercher une subvention, des financements, il faut prendre des risques en fait. Est-ce que vous avez quelques derniers mots à nous donner à ce sujet? Ce que vous pouvez faire dans l'ordre et vous concluez ce café sans filtre. Est-ce que tu peux juste répéter ta remarque? J'ai pas bien compris. Pour chercher des financements et des subventions, il faut prendre des risques. Prendre des risques pour aller chercher la subvention? Il faut investir sur le même. C'est sûr, c'est ce qu'on a répété. Donc chacun a répété un peu au travers de nos différents discours. C'est vrai que la base, c'est qu'il faut soi-même investir, et la subvention va aller compléter, ou surtout, on va dire, aider à un moment donné, notamment au démarrage d'un projet. Et comme disait Viviane, faut voir ça comme un coup de pouce, mais il faut surtout voir son projet, la viabilité de son projet après, sans la subvention. Oui, je suis d'accord avec Aurore, c'est aussi c'est qu'on a essayé de véhiculer avec notre présentation l'idée que faire appel à des subventions, c'est pas forcément viable sur le long terme, et que donc c'est très important de se focaliser sur ce propre business model et aussi être les premiers à investir dans son propre projet. À différentes échelles, comme Viviane disait, il y a des fois des porteurs qui ils n'ont rien, donc ils ne peuvent pas forcément investir une grande somme d'argent, mais qui s'investissent à 5% dans le projet et qui donc investissent au moins leur temps. Donc en fait, il faut croire dans votre projet, être les premiers à investir soit du temps soit de l'argent, pour qu'après, pour trouver quelqu'un derrière qui puisse vous aider. Parce que si vous ne croyez pas et vous ne prenez pas de risques, c'est ça. Si vous impliquez pas plutôt que prendre des risques. Après voilà, c'est aussi difficile d'aller chercher et demander des aides à quelqu'un d'autre. Juste compléter pour juste la fin, c'est que en fait la subvention, effectivement, il faut prendre une part de risque vous-même, et la subvention va vous permettre d'avoir un petit confort, dans le sens où c'est de l'argent, effectivement, si vous êtes à l'échec, vous n'allez pas devoir le rembourser si vous avez respecté tous les critères, mais voilà, ça peut vous donner un petit coussin, on va dire, mais ça n'empêche pas la notion de risque personnel. Je voudrais dire que la subvention, c'est un moyen de financer, donner un coup de pouce à un projet. Et quel que soit le projet que vous avez, il ne faut pas hésiter, parce que nous, on a une liste d'activités éligibles, pas éligibles, mais ça peut être, votre projet ne peut aujourd'hui pas être éligible, mais il a un caractère innovant ou présente un intérêt pour la protection de l'environnement. Les services inspecteurs sauront comment étudier avec vous le projet dans lequel vous lancez. Et évidemment, il faut que votre projet cadre avec, pour pouvoir bénéficier d'une subvention, cadre avec les politiques publiques en matière de développement économique. Et la subvention, pour
des porteurs de projets qui en bénéficient va contribuer à réduire aussi quelque part le prêt bancaire, si le porteur de projet réussit à en bénéficier. Voilà, donc ça peut donner vraiment beaucoup de plus à des projets, à des porteurs de projets. C'est moi qui dois conclure. Est-ce que c'est pareil, est-ce que tu crées une entreprise ou un projet? Bien sûr. Mais maintenant, dans les décisions qu'on prend au quotidien, on en prend tout le temps, des risques. Ce qui me semble important, ce que permet la subvention, ce que permet un accompagnement, en fait, c'est de se dire qu'on est capable de mesurer ce risque. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est complètement inconnu, qui est je suis dans l'avion et j'ai un parachute et je saute. Ça se prépare. Ça se mesure, ça permet effectivement un certain nombre de choses comme la subvention de diminuer ce risque. Ça sert à quoi une étude de marché? C'est la même chose en fait. À réduire votre risque, à le mesurer. Parce que vous savez où vous allez, vous savez à quoi ressemblent vos concurrents, vous savez ce qui se fait par ailleurs. Mais toutes les décisions que vous prenez et que nous prenons chacun tous dans la vie au quotidien, c'est une prise de risque de toute façon. Donc le tout, avec tout ce qu'on peut vous proposer les uns et les autres, c'est de vous aider à le mesurer et éventuellement à le diminuer. Mais c'est forcément une prise de risque. Mais la vie, c'est une prise de risque. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Je vous invite à applaudir.